part de l'État et de l'économie non marchande dans l'économie. Et donc, on était dans un processus qu'on pouvait appeler le processus néolibéral, une trajectoire néolibérale qui dominait le monde et notamment les pays développés depuis 3 ou 4 décennies. Donc, comment situer cet épisode par rapport à cette trajectoire? Eh bien, l'idée qui vient spontanément à l'esprit, c'est que cette crise du Covid-19 correspond à un moment antilibéral. Donc, un moment qui, par nature, en quelque sorte, est en contradiction avec la tendance dominante depuis une quarantaine d'années. Alors, en quoi y a-t-il contradiction? Eh bien, d'une part, parce que les politiques de crise qui sont actuellement utilisées prennent par certains côtés le contre-pied de la dominante des politiques qui ont caractérisé les 4 dernières décennies, et d'autre part, parce que cette crise est l'occasion de révéler les lacunes et le caractère insoutenable des politiques qui ont précédé et du capitalisme néolibéral. Alors, je serai rapide sur les politiques utilisées face à cette crise. De fait, on a des moyens qui sont en rupture avec le libéralisme. C'est un État hyper interventionniste pendant ces 2 mois, et puis ça va encore continuer. C'est en même temps l'appel à l'État social qu'on cherchait pendant très longtemps à restreindre dans la logique néolibérale, et également les politiques utilisées sont des politiques interventionnistes pour soutenir la demande, pour soutenir les revenus pendant cette période, parce que c'est un moyen de soutenir aussi le système économique. Politique monétaire de soutien, politique budgétaire de soutien. Voilà. Et puis, enfin, pour ces politiques, les priorités de ces politiques pendant ces semaines que nous vivons, c'est la satisfaction de besoins essentiels, ce qui est en contradiction avec la logique du marché, qui est de satisfaire des besoins en fonction de la demande solvable. Mais surtout, alors, cette crise donne l'occasion de révéler les lacunes, les injustices, les carences des politiques qui ont été menées depuis plusieurs décennies. D'abord, on s'aperçoit que les politiques précédentes ont été une source d'insécurité. La mondialisation néolibérale a contribué à la diffusion de l'épidémie à partir de Wuhan, à partir de la Chine. Cette mondialisation a contribué à limiter la sécurité sanitaire et économique. C'est le fait de ne pas produire un certain nombre de biens essentiels sur place lorsqu'on en a besoin. Il y a également la crise sanitaire qui a mis en relief a posteriori la nocivité de politiques d'austérité appliquées aux hôpitaux, appliquées au système de santé. Et enfin, mais ça c'est de manière très indirecte, les conditions d'émergence du Covid-19 en Chine posent le problème des rapports entre l'humain et les animaux, et il y a une transformation de ces rapports qui a quelque chose à voir avec la destruction de la diversité, avec l'urbanisation, avec donc les transformations spatiales du régime de croissance. Et en même temps, cette crise a montré les injustices extrêmement violentes générées par le néolibéralisme. D'une part, ces inégalités, on s'aperçoit qu'elles sont encore plus graves, les effets sont encore plus graves lorsqu'il y a une situation
exceptionnelles comme celle de l'épidémie, avec le fait que ce sont les plus démunis, ce sont les ménages du bas de l'échelle qui sont systématiquement les plus atteints par l'épidémie, à qui les mesures contre l'épidémie posent le plus de problèmes, à savoir le confinement, etc., etc. Et puis on s'aperçoit également, à cette occasion, que la hiérarchie des rémunérations et la hiérarchie des considérations n'a rien à voir avec la hiérarchie de l'utilité sociale des professions. Donc, voilà toute une série de remises en cause des politiques libérales révélées, en quelque sorte, par cette crise. Alors, je pense que ce n'est pas sur les sujets que je viens d'aborder qu'il risque d'y avoir beaucoup de désaccords entre nous ce soir. C'est simplement une petite synthèse que j'ai tentée pour montrer qu'on vit, de fait, un moment antilibéral, mais évidemment, et je passe maintenant à autre chose, ça ne veut rien dire sur la suite des événements. Ce n'est pas parce qu'on vit un moment antilibéral qu'on vit un tournant antilibéral. Je pense que ça serait extrêmement risqué de passer de manière mécanique de l'un à l'autre. Alors maintenant, eh bien, on voit où on en est. Qu'est-ce qui peut se produire compte tenu de l'existant? Alors là, il faut être extrêmement modeste. On peut voir ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, les semaines qu'on vit, c'est quoi? C'est une dégradation économico-socialo-financière extrêmement préoccupante qui se produit en quelques semaines. Alors, c'est la chute de la croissance du PIB. Alors, on a déjà des éléments sur le premier trimestre de 2020 pour la France, alors qu'on n'a eu que 15 jours de confinement, c'est-à-dire 1/6 de ce trimestre. On se retrouve pour le premier trimestre 2020 avec un PIB de moins 5,8%, c'est-à-dire un chiffre très supérieur à la baisse du PIB de la crise financière de 2008-2009, rien que sur le premier trimestre, en comparaison avec le premier trimestre 2019. La consommation des ménages, moins 6,1%, l'investissement, moins 11,8%, bon. Et le chômage, pour le mois de mars, plus 246 100 personnes inscrites à Pôle emploi pour la catégorie A. Donc, tout cela était attendu. Quelques chiffres sur ce qui est anticipé par les institutions internationales. Alors là, il y a eu, dans le courant d'avril, j'en parlais pas dans mon texte, dans le courant d'avril, quelques données du FMI et données de la Commission européenne. Il en ressort que, je vais prendre les derniers chiffres de la Commission européenne, pour l'année 2020, est prévue pour la France une chute du PIB de 8,2%. Pour l'Allemagne, moins 6,5%, pour l'Italie, moins 9,5%, et pour la moyenne de la zone euro, moins 7,7%. Pour l'Union européenne, moins 7,4%. Bon. Si on regarde les données du FMI au niveau mondial, on aurait en 2020 une baisse de 3% du PIB mondial, pour l'ensemble des pays avancés une baisse de 6%, pour les pays en développement la stagnation à 0,4%, pour la Chine plus 1%, pour l'Inde plus 1,9%. Donc tout ça, c'est extrêmement subjectif, ce sont des ordres de grandeur, ça peut être révisé d'ici 3 ou 4 semaines, mais ça donne, disons, des ordres de grandeur pour montrer que l'ampleur de la chute, elle est considérable. Cela dit, les mêmes institutions internationales prévoient une remontée de la production et en particulier dans le courant de l'année 2021, pour la France par exemple,
on aurait un taux de croissance de 7,4%, pour la zone euro de 6,3%. Ça serait tout simplement un processus de rattrapage. C'est-à-dire qu'on se retrouverait encore dans le cas de la France, fin 2021, en dessous du niveau de 2019, légèrement. Bon, voilà ce qui est prévu au niveau macroéconomique. Alors, pour terminer, qu'est-ce qui est maintenant envisageable pour revenir à notre problème par rapport aux tendances antérieures de l'économie au niveau de son organisation, sur le plan économique et sur le plan social. Alors bien sûr, il y a un premier scénario, c'est le scénario de la continuité, voire aggravation des traits du néolibéralisme. Alors, ça veut dire qu'après la parenthèse, on reviendrait à peu près au même type d'organisation, avec le même type de politique. Eh bien, c'est ce qui s'est passé en gros, après la crise précédente. Après la crise précédente, où beaucoup pensaient que l'hégémonie de la finance, ça serait terminé, etc., etc. Et puis on a vu que, moyennant quelques adaptations au niveau de la réglementation des banques, pour le reste, il n'y a eu rien de changé au niveau des structures économiques. Donc, ce premier scénario, c'est un scénario tout à fait plausible si rien ne se passe sur le plan social, car les forces économiques, elles sont tout à fait prêtes à assumer cette perspective. C'est ce qui ressort de certaines déclarations du MEDEF, enfin vous le connaissez aussi bien que moi, sur le droit du travail, sur les réticences des milieux patronaux à ce qui est la conditionnalité par rapport au financement des investissements. Bon, il y a toute une série de choses. Il y a même l'anticipation du retour à l'orthodoxie budgétaire qui est annoncée par certains milieux politiques et économiques. Donc tout ça, on voit bien la logique de ce premier scénario. Je pense que si rien ne se passe sur le plan social, au niveau du mouvement social ou au niveau de la société civile, notamment sur le plan des aspirations écologiques, c'est certainement ce scénario qui va se produire. Il y a un deuxième scénario que je qualifierais le scénario de l'inflexion. Alors ça, je ne l'avais pas abordé dans le texte que j'ai filé à Espace Marx il y a quelques semaines, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est un scénario tout à fait plausible, compte tenu de ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. C'est quoi? Eh bien, c'est un scénario qui intégrerait une désinflexion dans 3 domaines: le domaine social, le domaine international, relocalisation, et le domaine écologique. Évidemment, tout ça est lié, mais intellectuellement, il faut quand même les dissocier. Alors, sur le plan social, je crois qu'il y a des facteurs d'impulsion d'une inflexion. C'est d'abord l'opinion publique. Il y a une opinion publique qui s'est rendue compte que les premiers de corvée, c'est important dans la société, et on se rend compte que non seulement elles sont utiles, mais qu'ils sont sous-rémunérées. Par conséquent, on peut penser qu'il va quand même y avoir des choses qui vont se faire à ce niveau. Même chose sur le plan des services publics de santé. On se rend compte, et l'opinion publique est assez ulcérée, de voir les carences dans le domaine hospitalier, etc. Donc, je pense qu'une inflexion dans ces domaines-là devrait quand même être du domaine du probable. Bon, ne serait-ce que par le risque de sanctions politiques qu'il y aurait derrière si rien n'était fait dans ce domaine. Donc, je pense que là, il y a quelque chose d'assez plausible, même si il y a des freins qui vont, à coup sûr, empêcher d'aller au-delà. C'est les freins de l'idéologie néolibérale appliquée à la dépense publique. Il y aura toujours des gens qui vont dire non, regardez, dépenses publiques, regardez l'endettement, etc. Donc, ce que je pense,
c'est que dans le domaine social, on va très probablement marquer cette inflexion, mais il va y avoir des forces qui, en tant que telles, vont empêcher d'aller plus loin, s'il n'y a pas de mouvement social pour accompagner. Deuxième problème, problème de la relocalisation. Là aussi, je pense qu'il va y avoir une inflexion dans le sens d'une relocalisation dans les domaines dont on a parlé ces dernières semaines. Le domaine de la production de médicaments, de la production de certains équipements de santé, probablement dans le domaine agricole et alimentaire pour certains produits, probablement assez limités, parce qu'il y a quand même des engagements internationaux jusqu'ici, et on parle éventuellement de certains secteurs stratégiques. Là, quand même, je demande à voir, mais bon, possibilité peut-être de quelques inflexions. Donc, impulsion, parce qu'il y a un soutien de l'opinion publique, et puis il peut y avoir, au niveau gouvernemental, éventuellement, la crainte d'une dépendance politique par rapport à la Chine. Parce que là, c'est un problème de diplomatie interne, de rapports politiques internationaux. Donc, inflexion vers la relocalisation, je pense que c'est assez plausible. Par contre, pas de démondialisation, là pour ma part, je n'y crois pas, parce qu'une démondialisation qui irait à l'encontre du processus qui a caractérisé les 30 ou 40 dernières années de fragmentation, de décomposition du processus de production au plan international, là, pour ma part, je suis assez sceptique et je rejoindrai un article que j'ai lu d'André Goron, que j'ai lu hier ou avant-hier, qui, lui, avance un certain nombre d'arguments pour juger que la démondialisation, ça paraît assez hors de question. Et je suis assez sensible à son argumentation, tout simplement parce qu'il y a une certaine logique d'accumulation du capital au niveau international qui fait que les relocalisations, elles vont exister, mais je crois que ça va être limité. Donc ça rentre dans ce que j'appelle le scénario de l'inflexion et non pas de la mutation. Et le dernier aspect, c'est l'aspect écologique. Eh bien, je dirais la même chose au niveau écologique, c'est que, et je vais en rester là, c'est qu'il y a des facteurs favorables, ben, c'est évidemment la prise de conscience qui est en train de s'élargir dans la population, du risque climatique, du risque de la chute de la biodiversité, etc., etc. Et je crois que ces 2 mois de confinement ont été aussi des 2 mois de réflexion supplémentaire sur des problèmes de fond. Là, je crois, et à voir ce qui s'écrit, ça va quand même dans ce sens. Je suis optimiste, moi, sur l'idée que ça progresse dans l'opinion. Mais donc, ces facteurs favorables vont certainement jouer en faveur de pression pour qu'on exige un certain nombre de conditions pour financer les programmes d'investissement, même si ce n'est pas, ce que souhaitent les forces économiques et financières dominantes. Les forces économiques et financières dominantes vont jouer le rôle de frein. Elles ont déjà commencé. On a vu une lettre du MEDEF, on a vu un certain nombre d'éléments, on a vu des pesanteurs qui subsistent. Donc, ce que je crois, là encore, c'est qu'on va avoir très probablement une inflexion, mais les forces économiques vont peser pour qu'on n'aille pas trop loin, et notamment qu'on en reste à des moyens incitatifs et qu'on évite au maximum d'utiliser des moyens coercitifs qui iraient dans le sens d'une mutation écologique de l'économie. C'est pour ça qu'il y a un dernier scénario, mais comme j'ai déjà épuisé mon temps, j'en reste là. Un dernier scénario, ça serait le scénario des mutations sociales et écologiques, mais qui impliqueraient des rapports de force différents, qui impliqueraient, disons, qu'un rapport de force soit créé pour que les forces économiques et financières ne soient pas dominantes pour contraindre l'inflexion à partir de cette crise du Covid-19. Voilà. Merci Michel pour
nous avoir planté le décor de manière tout à fait intéressante. Donc, je vais passer la parole à Stéphane, secrétaire départemental de la CGT, qui va effectivement nous enrichir un peu de son point de vue. Et ensuite, ce sera Véronique qui prendra le relais. Et puis ensuite, on verra pour la suite après. Donc, à toi, Stéphane. Et tout d'abord, également, à mon tour de vous remercier de cette invitation. Et je pense que c'est des moments comme ça aussi qui permettent d'élever notre réflexion et notre analyse et de voir dans quelle situation on se trouve pour construire l'avenir qui est à construire, justement. Pour la CGT et l'Union départementale, effectivement, on partage l'analyse et le constat sur le fait qu'on est dans un carrefour économique, social, environnemental également, et que les choses devant nous sont à construire et tout peut d'avenir, à condition que le monde du travail, notamment, prenne sa part dans le jeu qu'il faudra qu'on arrive à construire avec eux pour organiser un rapport de force. Parce qu'effectivement, ce qu'on pense, c'est qu'on est dans une nouvelle phase. Quelle sera la nature, ou plutôt le degré de phase dans laquelle on va enclencher, mais en une phase d'affrontement capital-travail. On entend déjà la petite musique libérale qui tendrait à expliquer aux salariés qu'au vu des conséquences économiques, sociales, futures qu'on est en train déjà de vivre, il faudrait faire des efforts, et notamment la loi d'urgence sanitaire qui a été votée en urgence, comme son nom l'indique, par le Parlement, porte cette philosophie-là. L'urgence qu'il a fallu et qui a été pensée, réfléchie et décidée par nos gouvernements, c'est d'abord une urgence à faire que les droits des salariés soient attaqués, diminués, plutôt que de construire une réponse à l'urgence sanitaire. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on est face à des politiques, face à des gouvernants qui ont une oreille extrêmement attentive à ce que porte encore le patronat, malgré le moment qu'on vit. Juste pour faire une petite aussi rétrospective, on a eu l'expérience de la crise financière de 2008 qui avait pour issue, pour origine, des manquements financiers et des origines de dérégulation des différents flux financiers, des échanges financiers avec ce qu'on appelait le subprime, qui a fait qu'on est arrivé à un jeu de domino qui ont fait que le système ultralibéral, avec le libéralisme qui conduit toutes les politiques, avait montré ses limites et avait démontré que on était dans un système qui faisait qui garantissait en réalité que le malheur collectif des uns des autres, et ce au détriment du bien commun du plus grand nombre. Mais on a aussi constaté que le capitalisme avait une certaine élasticité et une capacité de rebond qui, malgré le constat rationnel des politiques qui faisaient que ultralibérales, libérales qu'on nous imposait, nous amenait dans le mur, malgré tout, au libéralisme, le remède qui était organisé et donné par les gouvernements, c'était encore plus de libéralisme. Donc ça s'est traduit par des baisses de salaire, par des attaques des services publics. On a vu la situation en Grèce, on a vu la situation dans tout un tas de pays. C'était l'austérité généralisée qui devait être et conduire comme étant le remède miracle à faire qu'on sorte des conséquences dans lesquelles nous avait donné et amené le libéralisme. Cet épisode-là nous a montré aussi quand même une certaine forme de cynisme de nos gouvernements à être en capacité, malgré l'évidence, à continuer des politiques d'austérité, alors que c'était tout le contraire qu'il fallait et que le tournant était évident à mettre en place. Et on en arrive aujourd'hui à une nouvelle situation qui, là aussi,
est issue des politiques d'austérité qu'on nous a imposées, à savoir si aujourd'hui on est face à une pandémie, c'est pas la première fois qu'on est face à une pandémie, mais si aujourd'hui on est tous amenés à être confinés, même si le déconfinement s'approche, si on est cette réponse-là, cette réponse qui tient du Moyen-Âge, est issue du fait qu'on avait des hôpitaux qui n'étaient pas en capacité d'absorber une vague, une certaine quantité de malades en termes de réponse de lits, de réanimation et de personnel soignant, que les tests qui auraient permis de détecter où étaient les malades, les contaminés, là également, n'étaient pas disponibles et pas en capacité d'être disponibles, et que toute la recherche ou les capacités de soigner étaient également mises à mal. Donc, la situation de confinement était également un révélateur de la déficience des politiques menées, notamment au travers de l'hôpital. Est-ce que cette situation qui a été vécue, pour le coup, vraiment dans la chair des salariés, dans la chair des citoyens, est-ce que ce choc-là va être une capacité à faire que les salariés, les citoyens, dans un ras-le-bol, et aussi même si les choses ne sont pas forcément extrêmement bien définies en termes de conséquences économiques et sociales, est-ce que malgré tout, cette prise de conscience vécue par tous, d'un point de vue massif, sera à même de faire qu'il y ait une espèce de prise de conscience citoyenne et au niveau notamment des entreprises, pour que les choses soient impulsées comme étant des choses de changement? C'est toute la question. Et nous, à la CGT, c'est bien ça qu'on essaye de construire et de mettre en avant dans le moment. C'est que notamment les jours d'après, tels qu'on les appelle, il faut les construire aujourd'hui. Donc, comme je disais, on a cette petite musique libérale qui tend à nous expliquer qu'au compte tenu du choc, comme le dit Macron, compte tenu du risque d'écroulement, comme peut le dire le Premier ministre, ça va être aux salariés, au monde du travail, de rogner sur leurs droits, de rogner sur leurs congés, de rogner sur leur salaire. Et ça, c'est impulsé, c'est insinué par tout un tas de vecteurs. Donc, évidemment, il y a le MEDEF qui est derrière. Et puis après, il y a tout un tas de relais, comme dernièrement l'Institut Montaigne qui se fait le relais de ce genre de propositions. Donc, on voit bien que, et tout ça montre bien qu'on va rentrer dans un moment potentiel dur d'affrontement capital-travail tel qu'on a pu le vivre dans le passé. Quelle forme est-ce qu'il va prendre? C'est toute la question. C'est toute la question, et dans quelle intensité elle va prendre. Là aussi, c'est toute la question que nous, au niveau de la CGT, on est en train d'essayer de construire. Et notamment, une des choses qu'on essaye de travailler, hein, c'est la question basique, ça fait partie de notre ADN à la CGT, c'est comment on peut relancer ce qu'on appelle l'écriture, la mise en forme et les débats assemblée générale, les réunions des personnels, pour construire des cahiers de revendications. Je pense que notre vision à la CGT, qui porte des aspects, des repères revendicatifs, que ce soit sur la relocalisation des entreprises, que ce soit la reprise en main des objets de production avec une intervention des salariés sur qu'est-ce qu'on produit et à quoi ça doit servir. Quelle est l'utilité sociale de ce qu'on produit? Est-ce que, en fonction de l'utilité sociale de nos productions, est-ce que notre salaire correspond au niveau de l'utilité sociale que notre travail permet de produire? Donc, toutes ces questions-là qui sont un peu théoriques, je pense qu'elles ont besoin d'être exprimées avec les mots des salariés, avec leur vécu, en relation directe avec ce qu'ils vivent tous les jours, pour se traduire dans des cahiers de revendications apportés auprès du patronat. Je pense que ça, c'est un des vecteurs et des outils qui peut être essentiel et important. C'est la reprise en main
du débat au sein des entreprises à partir de la question du travail, du sens du travail, de l'utilité du travail et de la finalité du travail, qui permettra, je pense, d'élever la prise de conscience du monde du travail, des salariés, pour justement poser des bases revendicatives afin de pousser le capital, donc les employeurs, hein, les détenants, ceux qui détiennent les outils de production dans ce pays, les pousser à conduire d'autres politiques, notamment de relocalisation et de répartition des richesses, et notamment à rogner sur la question de la rémunération du capital à travers tout ce qui est dividendes, etc. Et si, et nous on va s'y employer, on arrive à construire ce rapport de force qui doit d'abord se construire dans les entreprises, et ça c'est pour nous une démarche fondamentale, c'est à partir du moment où on aura construit ce rapport de force dans les entreprises, ces réunions, ces cahiers de revendications se multipliant partout dans les boîtes, on sera peut-être en mesure d'arriver à créer un mouvement à la fois citoyen et interprofessionnel, en capacité de pousser les politiques à conduire les changements dont le pays a besoin. Et donc nous, clairement, c'est bien vers, et pour reprendre les termes de Michel Cabane, c'est bien donc une impulsion syndicale qu'on veut donner pour aller vers un scénario dit de mutation. Donc évidemment, c'est bien ça que nous, on veut arriver à construire. Le statu quo, on n'en veut pas, même si on mesure bien que c'est arrivé en 2008 et que si rien ne se passe, s'il n'y a pas un rapport de force conséquent qui se passe, qui est construit, il y a de fortes chances qu'on arrive à ça. Nous, c'est pas notre souhait, c'est pas notre action. Les inflexions, il semblerait que les gouvernements actuels sont en difficulté les différentes épisodes dans les faits divers, notamment avec certains directeurs d'ARS qui ont exprimé des volontés de maintien, de fermeture de lits, etc., réguliers, ou à qui on a expliqué qu'ils n'étaient pas trop dans le temps actuel et en réponse à ce que la situation devait conduire. En tout cas, les recadrages qu'ils ont pu avoir montrent bien qu'il est fort probable que si on n'était pas dans un rapport de force conséquent, à minima, de par l'opinion publique, une inflexion pourrait arriver au niveau des hôpitaux. Pour autant, ne pensant pas que les politiques et que le patronat va en rester sur une opinion citoyenne, une opinion publique qui serait un peu chagrinée, un peu secouée par la situation et qui, du coup, ne comprendrait pas qu'il n'y ait rien qui se passe du côté des hôpitaux. Je pense que le diagnostic et l'analyse collective doit aller bien au-delà des services publics hospitaliers et toucher à la question des services publics dans leur ensemble, reposer la question de la souveraineté des politiques menées au niveau du pays et en quoi les productions vitales pour notre pays doivent être gardées à la main des dirigeants et notamment pour la CGT à la main aussi des représentants des citoyens et des représentants des salariés dans l'entreprise. Donc évidemment, ces différents scénarios qui ont été décrits par Michel Cabane, nous on les a en tête et nous on essaye de construire. C'est bien le troisième scénario qui est, au vu de l'histoire, complètement possible. On est, rappelons-nous, on pense que l'histoire nous permet de regarder ce qui a été réalisé et a pu être réalisé. Donc, il ne s'agit pas de faire et de construire des choses purement utopistes. On est sorti d'une situation après la guerre où on avait une économie complètement ravagée, un pays ravagé, et pour autant, on a été en capacité de créer et d'impulser à travers un programme qu'on a appelé le programme du CNR, les jours heureux, une capacité à recréer une sécurité sociale
pour les salariés, des services publics permettant de donner à ceux qui avaient peu de moyens, des capacités à subvenir à leurs besoins. Et je pense qu'être en capacité de regarder ce qui a été fait dans le passé, malgré les situations économiques très compliquées, voire dévastées, ce qui a pu être créé notamment par l'impulsion et le rapport de force organisé des salariés, du monde du travail, est en capacité de permettre de donner des perspectives au monde du travail actuel pour construire les jours d'après. Et c'est bien ça qui est devant nous, pour nous, c'est comment cette conscience-là se réveille dans le monde du travail, les entreprises, pour faire que ce rapport de force dont on a besoin, qui sera essentiel, évidemment, sans rapport de force, il n'y aura pas que l'opinion publique et des chiffres venant de différentes sites ou instances de mesure de l'opinion qui feront infléchir les politiques. C'est bien concrètement le rapport de force qui va s'installer entre le patronat et les salariés dans les boîtes qui permettra d'avoir une mutation profonde de notre société et ça sur la base du travail. Et je finirai juste sur ça. Je pense qu'également la situation a bien montré, et ça c'est intéressant je pense, où on a subi tout un tas de politiques et notamment un discours extrêmement idéologique voulant dévaloriser le travail. Et les invisibles, tels qu'on a pu les appeler à un moment donné, ont là pour le coup été très visibles. Et la situation qu'on a vécue a montré bien de façon forte que c'était les travailleurs qui en réalité faisaient du travail très concret, qui tenaient à bout de bras le pays, l'économie, et que ceux qui en réalité hier et encore aujourd'hui captaient les richesses ne servaient pas à grand chose réellement dans cette économie-là, à part voler les richesses produites pour se les mettre dans les poches et à détourner des richesses énormes qui pourraient et qui peuvent servir au bien commun. Donc, on pense que ce moment qu'on vit là aujourd'hui est en capacité de révéler cet aspect des choses et que demain, il ne s'agit plus de faire que le travail et la valorisation du travail soient décidés par le marché, mais bien par l'utilité sociale et la réalité des choses qui servent aux gens, aux hommes, aux femmes, qui soient mis en avant. Donc c'est bien ce tournant idéologique, mais très concret, qu'on essaye de construire dans les entreprises à travers tout bonnement ce qu'on appelle des assemblées générales du personnel. Et c'est toute cette dynamique revendicative qu'on essaye, nous, à la CGT, de relancer dans ce moment à partir du travail. Merci Stéphane. Ça fait quelques éléments et un éclairage supplémentaire. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Véronique. Oui, oui, merci. Bonsoir à tout le monde et merci de m'avoir invité. Donc, en tant qu'élue d'une commune de 11 500 habitants, donc de Saint-André-de-Cubzac, qui se trouve dans le nord Gironde, mon intervention sera plus un témoignage au quotidien de ce qui a été depuis ces 1 mois et demi, d'être en première ligne, comme un grand nombre en France et ailleurs, d'être présent dans la commune pour répondre à des demandes qu'on n'avait pas trop l'habitude et dans un premier temps, surtout de réorganiser les services qui, en quelques jours, on a dû s'adapter et au confinement, mais en même temps être présent, derrière un bureau ou au bout d'un téléphone, pour répondre aux inquiétudes et aux sollicitations des habitants. Donc moi, je pense que c'est au-delà du personnel hospitalier ou les caissières, comme on a pu les nommer pour être aussi. Je crois que les élus de toutes les communes ont joué et jouent encore aujourd'hui un rôle très important
pour être vraiment en face des populations. Parce que voilà, il y a eu des décisions prises tous les 15 jours, des interventions du Premier ministre, du président et tout, mais la réalité, enfin voilà, je dis nous, en tant qu'élus, on a été confrontés à cette réalité et elle a été difficile, à mon avis, dans un grand nombre d'endroits. Et je pense notamment dans les grandes villes, avec des personnes qui n'avaient peut-être pas forcément de logement ou qui étaient en phase d'en avoir, des gens qui ne travaillaient pas, et puis des ruptures familiales, enfin, de répondre vraiment à des exigences et des urgences sociales très importantes. Donc à Saint-André, sur un mois, au niveau des aides alimentaires, le nombre a doublé. Le nombre a doublé parce que beaucoup de personnes se sont retrouvées en diminution de revenus flagrante. C'est-à-dire une personne qui travaillait soit en intérim ou sous contrat s'est vue du jour au lendemain sans plus pouvoir travailler et en conséquence ne plus avoir de revenus. Donc les aides, donc, mais comme tous les CCAS de France, ce sont des aides alimentaires, c'est des orientations vers les associations caritatives. J'ai la chance d'avoir un réseau bien construit sur la commune et je pense que dans plein de grandes villes ou d'autres communes, ces réseaux ont été actionnés de façon très rapide et très réactif pour répondre donc à ces urgences alimentaires nouvelles pour certains d'entre eux et puis renouvelables pour d'autres. Ensuite, je crois que les élus dans leur imaginaire, enfin voilà, on a été obligé d'inventer des nouvelles façons d'être avec les gens ou de proposer des nouveaux services. Moi, je vais porter des courses aux personnes très vulnérables ou qui ont peur de se déplacer ou qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'elles sont inquiètes, parce qu'elles sont malades. Ce sont des personnes fragiles. Donc, il y a un système de courses qui a été mis en place. Alors, je souris un petit peu parce que depuis 6 ans, j'aurais souhaité que le port des repas se mette en place au niveau d'un CIAS, au niveau de l'intercommunalité. Et là, en 2 jours, le service sur ma commune était créé. Alors bon, c'est des choses qu'on va petit à petit s'apercevoir qu'en fin de compte, dans l'urgence, et puis quand on veut faire bien les choses et qu'on veut surtout répondre aux besoins des gens, parce que c'est ça aussi qui fait que dans la vie d'élu, on a envie de répondre aux besoins des gens. Mais là, en 2 jours, le service était créé. Alors, pas au niveau de l'intercommunalité, mais je ne désespère pas. Donc, et là, on est en train d'essayer d'imaginer le port de livres avec la médiathèque, parce que nous avons une médiathèque sur Saint-André, pour, voilà, sur demande. Donc, voilà, c'est des petits exemples, mais à aucun moment on l'avait évoqué dans notre programme, puisque bon, notre programme électoral, il est tout frais là, mais ça, c'était pas, on ne l'avait pas envisagé. Et puis voilà, du jour au lendemain, avec cette crise qui chamboule tout, je dois dire, enfin voilà, vous le savez, il faut inventer, créer ou innover dans les services. Et donc voilà, moi je voulais insister sur la présence et puis sur l'engagement des élus, qui est aussi un constat, et puis dans l'équation du renouveau, je pense que ça peut faire partie aussi, le rôle des élus, ça peut faire partie de choses importantes. Et donc, pour l'avenir, peut-être qu'il faudra revenir sur les dotations aux communes de l'État qui ont été réduites durant ces 10-15 dernières années, parce que là, il va nous falloir aussi rebondir et avec forcément des
des moyens financiers. Des moyens financiers, sachant que on va perdre la taxe d'habitation et nous pouvons, je pense, avoir quelques inquiétudes sur comment l'État va nous redonner cette partie que nous n'allons pas recevoir, sachant qu'il a eu des dépenses autres durant ce confinement et durant cette période. Donc il y avait ce souci de moyens financiers et puis le moyen humain. Je vais rejoindre le secrétaire départemental par rapport au salaire. Je veux dire, les catégories C, elles ont été aussi bien présentes dans les services durant ce confinement. Donc, quid de l'augmentation des salaires, peut-être de revoir les primes, quoique, bon, j'aime pas trop ce fonctionnement, mais au moins, les personnes qui ont été en première ligne, comment on fera le lien aussi pour revaloriser leur salaire. Demain, si les écoles ouvrent, c'est le personnel donc communal qui va être aussi dans les écoles en difficulté malgré tout, parce qu'il y a tout le monde. Alors, il y a un sentiment un peu partagé, parce qu'on a envie de sortir de notre maison sans l'attestation obligatoire, mais en même temps, je pense je vais avoir certaines collègues qui vont avoir un petit peu peur, vont avoir de l'appréhension à être avec des enfants qu'elles n'auront pas vus depuis 45 jours. Et bon, même si on essaye de créer les conditions de sécurité au maximum, il y aura toujours une angoisse. Donc tout ça, mis à bout, c'est compliqué. Et j'espère que, alors là c'est de l'espoir, mais bon, que l'État s'en rende compte et nos dirigeants également, mais je veux revenir sur un mot qui a été important de l'intervention de Stéphane, c'est le rapport de force. C'est le rapport de force au niveau des salariés, au niveau des élus et au niveau des citoyens. C'est-à-dire que, enfin, à mon avis, c'est dès maintenant qu'il faut qu'ils soient submergés de notre mécontentement dans la manière ça a été traité. Enfin, moi, j'estime que ces 45 jours, c'était un jour gris, un jour blanc, un jour bleu. Enfin, ça a été même si je sais que c'est difficile, mais on ne peut pas se satisfaire de comment ça a été géré, par des mensonges, par des délais trop importants, par du retard par rapport à ce qui s'est passé en Chine fin 2019. Donc, il y a ce retard et tout. Et donc, voilà, je reprends sur le gouvernement doit savoir ce que nous, on ressent en bas, enfin en bas, oui, je dis en bas, mais au plus proche de la population. Enfin, moi, en tant qu'élu ou une salariée dans son entreprise, enfin, je crois que c'est ça qui fera monter la mayonnaise et puis et qu'on pourra justement espérer ce tournant. Pour reprendre aussi un mot de Monsieur Cabane, avec le rapport de force, prendre bien le tournant, voire un virage, et pour des jours meilleurs. Voilà. Bon, donc bon, voilà, c'est ma petite prestation. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on a trois entrées, je dirais, dans la discussion fort passionnante. Moi, je retiens quand même que deux questions, hein, enfin, en tout cas, deux aspects. Apparemment, pour construire le rapport de force, on a besoin de répondre aux besoins des gens et qu'apparemment, dès qu'on commence à s'occuper des besoins des gens, on s'aperçoit qu'on a un levier extraordinaire pour justement faire bouger à la fois les rapports de force sociaux et les rapports de force politiques. Et juste une petite remarque avant de vous donner la parole d'ailleurs à l'Assemblée. Et puis vous, les invités, vous pouvez vous inscrire immédiatement dans le débat pour réagir
aux interventions des personnes qui étaient avec vous. Et puis, dans la salle, évidemment, vous aussi, vous inscrivez pour intervenir. Moi, j'attire juste l'attention. Enfin, il y a des choses assez extraordinaires, au moins sur le plan idéologique, qui apparemment bouleversent un petit peu les représentations que les uns et les autres on peut se faire et de la situation et des possibles à venir. Et donc, peut-être qu'on a besoin d'échanger un petit peu là-dessus. Je crois, comme l'a évoqué Michel, que tous les scénarios sont ouverts, en fait, et sont possibles. Et que ce qui va changer les choses, finalement, c'est la manière dont, à partir du 11 mai, mais déjà aujourd'hui, on sent quand même qu'il se passe des choses. Je veux dire, la manière dont le 1er mai, qui n'a pas pu se manifester dans la rue, a réussi quand même à briser le mur du silence sous des initiatives tout à fait différentes d'habitude. Mais voilà, donc tout ça, nous l'avons à disposition. Donc, qui est-ce qui souhaite intervenir? Soit vous le faites en demandant la parole avec le chat, soit vous levez la main, puis j'essaye de vous identifier et je vous ouvre le micro. Sinon, vous ouvrez vous-même votre micro et puis vous... Oui, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je suis donc Jacqueline Andrien, l'épouse de Monsieur Andrien. Et Julien Jaurès. D'abord, Jacqueline Andrien. Jacqueline, voilà. Bon, alors j'ai quelques petites questions concernant, alors tout d'abord pour la CGT, je voudrais poser la question par rapport au chômage partiel. Le chômage partiel, donc, qui ne rentre pas dans les trimestres pour la retraite. Vous voulez savoir qu'est-ce qui va devenir pour ces personnes qui sont au chômage partiel, la suite pour leur avenir. D'autre part, je voulais poser la question aussi, bon, j'ai bien écouté, excusez, mais je n'ai pas les noms, hein, Stéphane. Bon, alors, tout ce que tu as pu dire, mais il y a une petite question, moi, enfin, je m'interroge, pour quelles raisons les syndicats n'arrivent pas à travailler, à se regrouper ensemble pour faire évoluer la situation, non seulement d'hier, mais de demain. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il y a quand même une chose importante à faire. Est-ce que chacun reste dans son petit quartier, c'est moins l'exception, mais on ne va pas faire avancer le militaire. Voilà, donc, alors, une autre question par rapport aussi, je pense que c'est pour Stéphane aussi. Donc, Air France a reçu un certain montant et en contrepartie, on lui a demandé donc de suspendre des vols, même d'annuler certains vols. Je crois que c'est Bordeaux, Paris. Donc, question, qu'est-ce que tu en penses et comment se fait-il que non seulement on parle de cette question des vols, mais on ne parle jamais de la pollution que provoquent les routiers. Car les camions continuent à rouler. Et à savoir, alors là, c'est une question, est-ce qu'ils viennent de l'Espagne, ou simplement ils sont transformés, par exemple, en France. Voilà. Donc, je pense que c'était ça. Et, ah oui, alors pour le chômage partiel, à partir du 1er juin, les parents n'envoient pas les enfants à l'école, doivent envoyer une attestation de l'établissement scolaire qui notifie donc l'école est ouverte, parce que c'est la responsabilité des parents de garder leurs enfants. Donc, à partir de là, s'ils gardent les enfants, plus de chômage. Voilà. Et je voulais savoir aussi par rapport à Saint-André de Québec, excuse-moi le nom, voilà. Les responsabilités pour l'ouverture des écoles. La responsabilité des maires par rapport à cette école. Voilà, parce que j'ai posé la question à Florian, les enseignants, les enfants du tribunal, il y a plein, comment ça se passe par rapport aux maires. Voilà, merci. Bon, bah, écoute, Stéphane, à toi.
Alors, je vais essayer de répondre, mais je m'excuse d'emblée parce que j'ai pas compris notamment tous les éléments de la troisième question et j'ai donc que quelques bribes, donc je vais essayer d'y répondre. N'hésitez pas à me dire si je suis à côté. En tout cas, d'un point de vue sur le chômage partiel, sur la première question, déjà, ce qui est à noter d'un point de vue global, c'est que la situation montre bien et que beaucoup qui jusqu'alors n'étaient pas touchés par le chômage voient bien les conséquences que peut avoir des situations économiques extrêmement fragiles sur notamment la retraite. Donc effectivement, le chômage partiel tel qu'il est aujourd'hui calculé ne va pas rentrer dans les calculs de la retraite. Et ça, c'est des choses que nous, on porte au niveau du gouvernement pour que la situation de chômage partiel telle qu'elle est vécue aujourd'hui soit calculée et bénéficie soit prise en compte pour le calcul des retraites. Juste pour rappel, avant la période de crise sanitaire et du confinement, on était dans une phase de bataille sociale extrêmement forte sur la question des retraites. Et une des dispositions qui était dans le projet, c'était le régime par points, et donc avec un calcul sur toute la durée de travail des salariés, avec des conséquences de diminution des pensions de retraite. Et on voit bien aujourd'hui, et on pense bien, c'est quand même l'ironie du sort, c'est qu'au même moment où d'ailleurs le premier Conseil des ministres qui était prévu pour pouvoir répondre à la crise sanitaire, il en est sorti un 49.3 pour pouvoir imposer la réforme des retraites qui faisait justement que toutes les périodes de la vie active, donc les périodes de chômage, etc., faisaient qu'on allait avoir des diminutions de retraite conséquentes. Donc, et notamment avec une réforme des retraites qui était une marche supplémentaire à la capitalisation qui permettait d'être capté, en tout cas d'avoir une captation supplémentaire des marchés financiers sur les cotisations sociales d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est quand même pour nous un moment, et je profite de la question pour mettre en avant quand même cet aspect-là, c'est que la situation-là met bien en lumière que le régime de retraite tel qu'on a voulu nous l'imposer, notamment avec un 49.3, qui pour le moment a été suspendu, pas annulé, donc il va falloir qu'on porte le fait que la réforme des retraites soit annulée, au vu de la situation, montre bien que tous les dangers et tous les risques qui étaient portés sur les pensionnés étaient bien de fait, et nos alertes très justifiées concernant la CGT. Je ne sais pas si j'ai répondu sur la question du chômage partiel et le lien avec les retraites. S'agissant de ce qu'on appelle l'unité syndicale et les capacités, ou en tout cas le front, est-ce qu'un front et l'unité syndicale est en capacité à elle de faire que le rapport de force soit suffisant dans le pays? Pour nous, l'unité syndicale, c'est un moyen. Ce n'est pas un objectif en soi. On voit bien que, notamment quand on a une organisation syndicale, la CFDT par exemple, qui signe un communiqué récemment avec le MEDEF, c'est quand même à noter, et qui, dans son communiqué et son analyse, porte en préalable le fait que le gouvernement, l'État, a tout mis en œuvre pour garantir la sécurité sanitaire des citoyens, nous, ça nous pose un problème. Et nous, avant de construire l'unité syndicale, ce qu'on veut, c'est construire l'unité des salariés. Et c'est bien ça qu'on essaye de construire. Et si l'unité syndicale permet de construire l'unité des salariés, ça nous va bien. Mais l'unité syndicale, c'est d'abord un moyen pour l'objectif qui est celui de construire l'unité des salariés. Pour ça, c'est deux notions différentes. Et si dans un tract, plusieurs logos de syndicats est en capacité de construire le rapport de force qu'il faut construire dans une entreprise, tant mieux. Si un seul logo permet d'avoir autant de salariés, tant mieux aussi. Nous, l'idée, c'est que chaque salarié soit en capacité
de se poser la question et d'aller au-delà du logo et de bien regarder qu'est-ce qui est porté, qu'est-ce qui est proposé et quelle est l'action qui est décidée en priorité par les salariés pour reprendre la main sur leur avenir et notamment sur l'objet et tout l'objet qui concerne le travail avec tous les aspects salaire, emploi, effectif, etc. Donc nous, voilà, notre objectif, c'est bien l'unité des salariés et l'unité syndicale, c'est un moyen pour l'atteindre. Et ne pas renverser les choses, ça me paraît important de le rappeler. Sur la question des écoles, alors très sincèrement, je n'ai pas bien compris et entendu surtout la question, mais pour nous, la situation qui est vécue aujourd'hui à travers les écoles est un révélateur de comment le gouvernement essaye de pousser à marche forcée à la reprise du travail, et ce, malgré les conditions les conditions et les alertes, qu'elles soient du domaine médical, parce que tout un tas d'instances médicales ont quand même des alertes, et que le gouvernement a décidé l'ouverture des écoles contre l'avis du conseil scientifique et médical qui expliquait que la situation ne le permettait pas. Et c'est bien sous couvert, et là c'est encore un révélateur du cynisme que peut avoir aujourd'hui les politiques actuellement, c'est que sous couvert d'égalité et de permettre de redonner de l'éducation aux enfants qui sont en difficulté, l'urgence c'est de rouvrir les écoles. La réalité, c'est un prétexte. La réalité, c'est qu'ils remettent, ils veulent rouvrir, et là aussi contre le corps enseignant, pour beaucoup, contre également des positions de beaucoup de parents d'élèves, contre également des maires. Ils veulent rouvrir les écoles pour obliger les parents à aller travailler, et ce, malgré le risque sanitaire. Là également, c'est quand même assez scandaleux et une marque supplémentaire du cynisme de nos dirigeants. Merci Stéphane. Apparemment, il y a une question, il y a deux questions qui sont posées, mais les trois seront invités à réagir par rapport à ça. Une question de Jean-Pierre qui dit quel enjeu pour la relance de la consommation faudra-t-il se concentrer sur les biens utiles? La population voudra-t-elle consommer comme avant? Que penser de la décroissance? Et puis une autre question. À ce jour, le virus est toujours là et pourtant de nombreux mois encore. Quelle alternative? Sauver des vies ou sauver l'économie? Faire passer la santé avant l'économie ou relancer l'économie au détriment de la santé? Voilà, je crois que, mais même y compris parmi les personnes présentes, s'il y en a qui souhaitent émettre un point de vue sur ces deux questions, vous avez toute l'attitude pour le faire, bien sûr. Michel, peut-être pour commencer? Oui, c'est bon? Voilà. Oui, vas-y. Alors, donc, première question sur la relance de la consommation. Bon, il va y avoir un rebond de la consommation à partir du moment où le confinement se termine. Le problème, c'est de savoir quelle est son ampleur, le rythme. On peut avoir une remontée de la consommation jusqu'au niveau antérieur, rapidement, en cas de remontée forte, ou beaucoup plus longue. Alors là, c'est là que on n'a pas de précédent. On n'a pas de précédent et les instituts de prévision font des hypothèses, mais en l'état actuel des choses, on n'est pas capable d'assurer quoi que ce soit. D'un côté, pour certains produits, on peut penser qu'il y a simplement un report de consommation du début de l'année vers la deuxième partie de l'année, ou éventuellement vers l'année suivante. Pour d'autres productions, pour d'autres consommations, il n'y aura pas de report. Exemple, le tourisme. Bon, le temps est irréversible. Bon, ce qui est perdu est perdu. On ne va pas aller multiplier les voyages sur l'année 2021 par rapport à l'année 2020, etc. Enfin, donc là, il faut dissocier suivant les types de consommation. Mais ce qui va être déterminant,
c'est la psychologie du consommateur. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de volonté de compensation? Dans ce cas, il peut y avoir une accélération, mais il peut très bien y avoir aussi, compte tenu de ce contexte de grande incertitude sanitaire, il peut y avoir une sorte d'inhibition par rapport à la consommation, et dans ce cas, le processus de reprise de la consommation sera beaucoup plus lent. Bon, ça sera certainement entre les deux, mais en l'état actuel des choses, on est totalement incapable de prévoir ce qui va se passer. Simplement, je vous ai donné les ordres de grandeur qui émanent des instituts. Ils prévoient, eux, une reprise qui compense en gros sur la deuxième année, au bout de 2 ans, le manque qui se sera produit sur le premier semestre de 2020. En gros, c'est ça le schéma. Mais ça va dépendre des pays, ça va dépendre de plein de choses. Sur la décroissance, bon, on pourrait y passer tout le restant de la séance. Ce qui me paraît certain, c'est qu'il faut aller dans le sens de la décroissance des consommations matérielles. Ça, c'est absolument, en matière énergétique, enfin dans toute une série de matières premières également, il faut aller dans ce sens. Qu'est-ce que ça implique au niveau de la croissance du PIB, c'est-à-dire de l'ensemble des richesses produites pendant une année? C'est une autre question. Ce qui est vrai, c'est que on ne peut pas continuer éternellement sur un régime de croissance dans le cadre d'une terre qui est finie. Et donc, la prise en considération de la nécessité d'une décroissance des consommations matérielles, je dis bien matérielles, va impliquer très probablement une tendance à une très faible croissance ou une stagnation de la croissance du PIB pendant un certain temps. Au-delà, je ne sais pas ce que ça signifiera. Mais en tout cas, ça aura des conséquences sur la répartition des revenus, sur la satisfaction des besoins. En gros, ce qu'il y a là derrière, c'est qu'on n'échappera pas à une hiérarchisation de la satisfaction des besoins, ce qui renverra à une modification de la hiérarchie des revenus et des patrimoines, tout ça devant être discuté démocratiquement et devant faire l'objet de délibérations. Ben voilà les points principaux. Ah oui, vie et économie, oui, bien entendu. Il y a eu au tout début, lorsqu'on a choisi le confinement, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour épargner des vies, il y a eu objectivement le choix de limiter le nombre de morts au détriment de l'économie pendant ces 2 mois. Ça, c'est un choix qui a été fait. Même si un autre choix avait été envisagé, il y a des républicains aux États-Unis qui, au début du mois de février, se prononçaient pour ne rien faire, pour sauver des vies, parce que ça risquait de mettre en cause l'économie. Ce qui a été choisi, c'est pas ça. Ça a été de sauver un certain nombre de vies dans un contexte, bien entendu, discutable, parce qu'on n'a pas tout fait auparavant pour que les équipements, etc., soient suffisants. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, c'est ça qui a été choisi. Maintenant, pour la suite, on va voir ce qui va se passer, mais la tendance des forces économiques, ça sera très probablement, dans les mois qui viennent, de sacrifier un certain nombre de vies. Ça, c'est l'accumulation du capital à sa propre logique. Attends, j'entends rien. Oui. Je peux parler? Pour moi, oui. Mais je ne sais pas ce qu'il fait. Et j'entends pas Dominique parler. Non, moi non plus. Moi non plus. C'est parce que j'avais fermé mon micro. Ça y est. Ah, ça y est. Alors, Véronique, éventuellement, ta réaction ou pas par rapport aux questions qui ont été posées Oui. sur le… Oui, alors je n'ai pas très bien entendu, mais elle voulait savoir sur l'organisation des ouvertures de classe, c'est ça? Elle me posait la question à Saint-André. Oui, mais oui, mais aussi éventuellement sur les autres questions qui ont été soulevées
sur la relance de la consommation, les biens Oui, utiles. mais enfin voilà, moi c'est surtout enfin parce que par ce que j'ai entendu ou comment ont réagi certaines personnes. Je vois que localement, euh, euh, l'économie, par exemple, les producteurs se sont organisés collectivement pour vendre leurs produits, de faire des livraisons. Enfin, voilà, vous donner quelques exemples concrets. Moi, je pense que l'humain, si on le bassine pas d'interdiction, il est capable de faire plein de choses et de créer, de s'inventer et de s'organiser collectivement. Et par cet exemple, je trouve que voilà, c'est des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler, ils se sont mis en réseau sur un site et ils vendent leurs produits. Et moi, je crois que ça peut être un bien, un plus pour demain, pour nos lendemains. Après, les entreprises, certaines vont peut-être, enfin, en tenant compte des circonstances et de ce qui s'est passé, peut-être que l'ouverture de certaines entreprises seront possibles en France, tout en essayant de garder contact, enfin de faire des liens avec d'autres pays. Mais je crois que c'est peut-être le moment de rouvrir certaines usines, et notamment, comme on a manqué de masques, pourquoi pas. Enfin, après, on peut inventer autre chose, mais je pense que il y a une question importante de relocaliser en France certaines entreprises. Il me semble que ça peut faire partie des objectifs pour demain. Et sinon, et moi de tout cœur en tant que militante et élue, j'espère que l'humain passera d'abord, quoi, et la santé de tout le monde, et des enfants, des personnes vulnérables, de nos aînés. Et ce qui serait formidable, c'est que de retrouver l'argent qui a fui la France et de les remettre dans le besoin de toutes ces personnes qui en ont besoin pour leur santé. Enfin, ça c'est un vieux. Enfin voilà, ça serait un souhait et ça serait extraordinaire si on y arrivait. Mais pour moi, enfin, l'économie ne doit pas passer avant la santé des gens. Et l'économie, enfin, l'économie, telle que je l'entends, c'est profit, argent et capital. Donc oui, la santé des gens, elle est importante, mais en y mettant les moyens et donc de faire travailler des gens pour que ces moyens aboutissent. Donc c'est plus de personnes dans les hôpitaux, c'est des usines ou des fabriques pour fabriquer tout ce qu'on a besoin pour justement soigner les gens, c'est de mettre de l'argent dans la recherche pour pouvoir soigner nos enfants de demain et trouver ce qu'il faut pour combattre ce virus. Enfin voilà, il y a aussi cette économie qui n'est pas forcément, je ne sais pas comment l'exprimer, mais voilà, ce qui n'est pas forcément mal, enfin voilà, entre guillemets, mais c'est une économie pour aider les gens, pour aider les gens ici et ailleurs. Parce que bon, il y a aussi des pays qui vont souffrir encore plus que chez nous en France, quoi. Donc, bon, voilà. Okay. Il y avait une petite interpellation de Stéphane concernant la question d'Air France. Hein, vous avez vu qu'il y a un plan social qui apparemment est annoncé. Je crois qu'il va toucher d'ailleurs beaucoup d'entreprises, malheureusement. Et on parle des grandes, mais souvent on oublie que 80% du tissu économique est fait par des TPE, voire aujourd'hui par des soi-disant, enfin c'est soi-disant pas des salariés, mais ça n'est en tout cas pas des patrons, ces nouveaux salariés, comme mon fils d'ailleurs, hein, qui a un statut de travailleur indépendant, enfin, etc. Bon, j'évoque ça, mais la question d'Air France, l'État aide, ne demande aucune compensation, changement d'orientation politique en retour. On parle de la pollution des avions, mais on ne parle pas de la pollution des camions. On pourrait multiplier les exemples. Stéphane, et puis par rapport aux questions de la consommation, est-ce qu'il faut continuer le mode d'organisation économique que nous connaissons, ou est-ce qu'il n'est pas temps d'organiser un nouveau mode d'organisation économique? On l'appellera
socialisme, communisme, un monde plus écologique. Enfin voilà, la question, est-ce que le capitalisme aujourd'hui et sa logique totalement mortifère n'est-elle pas dépassée? Stéphane. Oui, alors Air France illustre encore malheureusement une logique qui continue à s'appliquer, c'est à savoir on donne quand les entreprises sont en difficulté, voire les banques, ou quelle que soit l'entité économique qui est en difficulté, c'est qu'aujourd'hui et hier encore, on donnait des aides d'État, donc de la poche des citoyens, des salariés, sans contrepartie et sans demander derrière des contreparties à la fois sociales et sur l'objet des différentes productions qui sont mises en œuvre dans les entreprises. Donc Air France est un exemple. Nous, ce qu'on pense à la CGT, c'est que l'argent énorme, notamment les 750 milliards annoncés au niveau européen, qui est aujourd'hui destiné au marché financier, au marché des bourses, etc., devrait en réalité revenir dans un fonds social à la main des États pour justement relancer concrètement vers l'économie réelle et aider cette économie réelle à perdurer avec derrière une reprise en main à travers des services publics forts concernant les transports, que ce soit l'aérien, que ce soit la santé. Et donc, les services publics, dans leur ensemble, doivent redevenir une logique en capacité de faire que les besoins qui sont vitaux dans le pays soient repris à la main des citoyens, des salariés, pour pouvoir répondre à ce qu'aujourd'hui on a tenté de détruire. La question de la réponse aux besoins, pour nous, c'est essentiel. Et comme on le dit souvent, les services publics, c'est redonner du capital à ceux qui aujourd'hui n'en ont pas. Et l'aide d'État doit, on l'a pu le voir, hein, doit s'accompagner de contreparties et notamment d'une reprise en main sur la stratégie industrielle de ces entreprises par l'État, donc par les citoyens. Et à partir du moment où il y a de l'argent qui est redonné à des entreprises, elle doit être garantie en assurant qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on le produit, avoir des garanties en ce qui concerne les salariés, les salaires, et également avoir des garanties en ce qui concerne tout ce qui touche à l'environnement et l'impact environnemental de la production des entreprises. Donc, reprendre la main sur les entreprises à travers les services publics, nous, c'est une proposition qu'on fait à la CGT et concernant le transport, que ce soit les avions, les trains, que ce soit l'énergie, que ce soit l'hospitalier et tous les domaines qui touchent aux besoins vitaux des citoyens. Donc, c'est bien ça qu'il faut qu'on arrive à reprendre et à regagner au niveau des politiques cette logique infernale, à donner constamment à ceux qui abusent de leurs prérogatives et qui, quand ils font des profits sur le dos des salariés, des travailleurs, détruisent l'emploi du salaire, et quand ils sont en difficulté, demandent aux citoyens de l'aide sans contrepartie pour pouvoir continuer à abuser et à exploiter les salariés, et ce sans garantie pour notamment l'environnement. Donc c'est bien ça qu'on essaye de nous mettre en avant, c'est une reprise en main à travers les citoyens, les salariés, de ce qu'on produit, des besoins vitaux, notamment à travers les services publics. L'activer. Céline, Oui. vas-y. Merci. Je voulais revenir sur cette formulation en alternative. On aurait donc eu à choisir et on aurait encore à choisir entre soit la santé des citoyens, soit la santé de l'économie. Je pense que c'est vraiment dangereux de s'enfermer dans une formulation qui me semble trop caricaturale et trop simpliste et qui précisément fait l'impasse. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce que vous évoquiez, Madame Labouille, il y a un instant,
sur le troisième chemin, qui est une économie au service des citoyens et qui donc ménage aussi leur santé. C'est tout. Donc, il faut se méfier de cette espèce de slogan sur lequel, d'ailleurs, je pense que nos gouvernants et les médias avec eux vont surfer dans les jours qui viennent encore, sur, ben voilà, vous avez été très bons pour nous aider à sortir pas trop mauvais au niveau santé, hein, on n'a pas beaucoup de morts, je pense qu'on va avoir un discours très satisfait de la chose demain, et on va nous dire, ben, maintenant, on va faire la même chose, tous bien, tous ensemble, et donc effectivement, on va nous demander de payer de nos personnes pour pouvoir remettre en état l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et telle qu'on voudrait la renforcer pour demain. De ce point de vue, je voulais revenir sur la question des inflexions que vous évoquiez, Monsieur Cabane. Moi, je pense qu'il y aura nécessairement quelque chose de l'ordre des inflexions, ne serait-ce que pour sauver la mise, parce que je pense que quand même le pouvoir en prend quand même un petit peu de travers, donc il est obligé de faire quelques concessions, donc qui peuvent avoir allure d'inflexion, mais à mon sens, qui peuvent être un marché de dupes. Enfin, on a intérêt, moi je suis tout à fait préoccupée de cela. Je pense qu'on risque d'avoir effectivement des choses comme, y compris le revenu de base, qui à un moment donné peuvent nous être mis en pâture pour pouvoir faire passer le mauvais moment et pour eux, à l'inverse, renforcer encore dans la durée leur système et toute sa perversité. Donc, moi, je ne suis pas très optimiste. Je pense que la situation est difficile. Je pense, comme vous, qu'effectivement, sans rapport de force, sans une mobilisation citoyenne forte, qu'elle soit dans l'entreprise, dans la cité et ailleurs, on est parti pour quelque chose qui n'est pas du tout réconfortant. Et le Covid, finalement, n'est peut-être pas le plus gros problème de notre situation. Voilà. Enfin, je voulais revenir sur un petit point de détail à un moment donné, parce qu'il a été parlé donc de quelle société, et puis de la hiérarchisation des besoins. Et il a été dit, je suis désolée, je ne veux pas être désagréable, mais il va falloir hiérarchiser les besoins demain. Je voulais dire qu'il y avait plein de gens qui les hiérarchisaient déjà de façon déjà drastique, les besoins, et qui n'ont même pas eu à faire, enfin, qui n'ont pas fait des économies. On parle de ceux qui ont fait des économies. Il y a plein de gens qui n'ont pas fait des économies pendant toute cette période, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'en faire. Ils fonctionnent à flux tendu tout le temps, quand encore ils y arrivent. Donc, la hiérarchisation des besoins, moi, je pense qu'effectivement, je suis un peu provoque peut-être en le disant comme ça, mais je pense que vraiment, on a quand même des inégalités qui ont été encore plus mises à vif dans cette situation-là. Et d'ailleurs, on le voit bien, les endroits où ça reste le plus critique, c'est par hasard ceux-là, là où les situations socio-économiques sont les plus tendues. Voilà, bon, je m'arrête parce que je ne veux pas prendre la parole plus longtemps. Juste une petite remarque, hein, ce n'est pas tout à fait la hiérarchisation des besoins qui était évoquée, c'était ne faut-il pas réfléchir à produire autrement et à poser les questions de production à partir des besoins des gens et non pas à partir d'une recherche de rentabilité maximum. Voilà, hein, je crois que c'est ça la grande question qui est évoquée par beaucoup de personnes. Je vois que Michel Cabane a envie de réagir. Oui, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur l'expression que j'ai employée. J'ai parlé plutôt de hiérarchisation de la satisfaction des besoins, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est tout simple. On n'y échappera pas. On ne peut pas y échapper si on pose le problème de la croissance. Lorsque on considérait que l'idéal, c'était une croissance à 5, 6, 7, 8% à la japonaise, etc. On ne se posait pas la question de la hiérarchisation de la satisfaction des besoins. On considérait que la tendance, c'était à la satisfaction en permanence de nouveaux besoins qui apparaîtraient en fonction des progrès techniques, etc. Bon. Dans les conditions où on n'a pas la même élasticité, si on peut dire, de la quantité produite totale, se pose la question de la hiérarchisation de la satisfaction des besoins, c'est-à-dire est-ce qu'on peut produire n'importe quoi
Est-ce qu'on peut produire pour des besoins qu'on peut considérer comme de énième ordre et qui sont pas essentiels, au détriment des besoins essentiels. Si on regarde ce qui se passe actuellement, je suis désolé, il y a des besoins essentiels qui ne sont pas satisfaits pour des milliards de personnes dans le monde, et il y a des besoins superflus qui sont satisfaits pour une petite minorité dans le monde. Est-ce que oui ou non, on considère que c'est un problème essentiel? Pour ma part, pour concilier dans l'avenir la justice sociale et la terre vivable, qui sont, me semble-t-il, deux objectifs qu'on peut quand même partager, eh bien, pour concilier ça, on aura une hiérarchisation de la satisfaction des besoins. Le problème, ça sera de déterminer si on le fixe par délibération démocratique ou si on laisse le marché opérer cette sélection. C'est ça le problème de fond pour les décennies et les siècles d'avenir. Comprenez ce que je veux dire? Donc, il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure. Ce problème-là vient d'être développé dans un bouquin de Cheillan, qui est un universitaire de Bordeaux, qui, à mon avis, constitue une pierre irremplaçable dans l'édifice d'un monde pour demain. Dans l'édifice d'un monde pour demain, il y a la recherche de nouvelles technologies, il y a la question de la répartition des revenus, il y a la question de la satisfaction, de la préservation de la biodiversité, il y a la question de la préservation, enfin de la limitation de l'utilisation des matières premières, etc. Et il y a, pour boucler le tout, la question quelle position on prend par rapport à la hiérarchie actuelle des besoins. Est-ce qu'on considère que actuellement le mode de consommation des 5 ou 10% des gens les mieux placés dans le monde, est-ce que c'est considéré comme intouchable ou pas? À mon avis, il faudra bien poser ce problème. Si on ne veut pas le poser, eh bien, on n'arrivera pas à créer des avancées en matière de justice sociale. N'oublions pas qu'en face du revenu, il y a de la production. En face de la structure des revenus, il y a des structures de production, des structures de consommation. Et l'économie, ça concerne le lien entre tout ça. Mais il faut que ce soit la société qui, démocratiquement, décide de tout ça. Encore une fois, où on laisse le capitalisme et ce qu'on appelle l'économie de marché aussi, mais pour moi c'est le système capitaliste, le décider par sa propre logique, ou bien on introduit le débat démocratique là-dedans. Et il me semble que c'est fondamental qu'on aborde cette question pour construire le monde de demain. Mais c'est une question, vous savez, qui se posait, qui a été mal résolue par ce qu'on appelait les pays du socialisme réel. C'était très mal résolu, parce que cette question de la hiérarchie de la satisfaction des besoins, c'était résolu par les bureaucrates ou les gens du parti unique, etc., à la place du peuple. Mais si on considère que c'est le peuple qui doit le définir, il faut trouver des structures démocratiques. C'est la question de la planification démocratique, qui parfois est employée, y compris aujourd'hui par des écologistes. Voilà, c'est les précisions que je voulais apporter, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce que je voulais dire tout à l'heure. Pas de problème. Il y a quelques questions là qui ont émergé effectivement dans la discussion, notamment une question de Frédéric qui s'adressait plutôt à Véronique sur des questions comment on gère les biens communs aujourd'hui. Faut-il remunicipaliser la gestion des repas, etc. Il y a une autre question donc, qui est revenue aussi par le biais de l'intervention de Jean-Pierre et de sa compagne sur la question des transports, les questions soulevées par comment on articule une entreprise nationale avec ses orientations et ses choix, et en particulier en partant de la question effectivement de l'avenir
de l'aéronautique, puisque c'est une question qui est posée, en lien avec la transition écologique. J'ai vu aussi émerger une autre préoccupation. Voilà, bon. Mais après, s'il y a d'autres préoccupations où d'autres personnes souhaitent se manifester dans la discussion, qu'elles n'hésitent pas. Sinon, je vais refaire un tour de piste avec Véronique et puis Stéphane. Véronique, alors. Oui, mais oui, pour répondre à la question par rapport à la Sogedo. La Sogedo, c'est une entreprise qui distribue l'eau. C'est comme la Venez d'eau. Voilà, la Sogedo. Et bon, alors aujourd'hui, avec l'ensemble des élus, c'est pas du tout à l'ordre du jour de passer en régie municipale ou intercommunale. Parce que bon, chez moi, enfin Haute-Gironde, les communes et puis les compétences, il y a des découpages de territoire au niveau des cantons, au niveau des intercommunalités qui sont très complexes et dus à un passé, bon, enfin, dû à l'histoire de ce territoire. Donc, bon, mais je partage, enfin, ça serait bien d'avoir cette régie pour l'eau, pour qu'il y ait un prix unique et puis que tout le monde s'y retrouve dans ce bien qui est l'eau, qui est fondamental. Après, de revenir à l'encadrement des pays, oui, c'est souhaitable, surtout en ce moment, parce que là, c'est à celui qui vendra les masques les plus chers. Enfin, c'est quelque chose de ouf. Et de voir que le gouvernement ne prend aucune mesure pour encadrer justement les prix de première nécessité, que ce soit dans l'alimentation, mais ne serait-ce que pour ces masques, où aujourd'hui c'est primordial parce que tout le monde le réclame. Donc, moi je vois à Saint-André, on va avoir un don du conseil départemental, mais on les attend, voilà, et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va les récupérer. Et puis en parallèle, voilà, l'Intermarché, Géant, Casino, les vend à des prix, ça a augmenté de 1000%, j'ai vu sur un journal. Enfin, c'est juste incroyable qu'au niveau du gouvernement, justement, il n'y ait pas cet encadrement. Et je pense aussi aux produits de première nécessité. Il y en a qui en ont profité pour augmenter les prix. Et ça devrait être juste interdit. Donc, mais ça retrace bien l'esprit de ce capital en marche, quoi. C'est-à-dire d'essayer que certains puissent continuer à faire du profit malgré cette situation, malgré ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, c'est quand même, voilà, c'est quand même incroyable, quoi. Et ça, on peut pas être d'accord avec ça et le partager. Et des lieux, et pour en revenir aux questions au niveau de la démocratie, enfin aujourd'hui, on a l'impression qu'elle nous échappe. Et donc de revenir, oui, à décider collectivement qu'avons-nous besoin aujourd'hui en urgence. Ça devrait être la base de notre réflexion pour demain. Et je vois que voilà, je reviens à notre programme électoral à Saint-André, on va essayer de faire participer plus les citoyens. Bon, c'est aussi dans l'air du temps, mais là, on voit l'importance. On voit l'importance de décider collectivement, voilà, qu'avons-nous besoin en urgence? Est-ce que c'est 3 voitures devant la maison ou est-ce que c'est pouvoir se trimballer tranquillement en campagne et d'élever nos poules tranquillement, sans contrainte? Enfin, voilà, c'est des exemples comme ça, mais c'est important. Enfin, je pense que ça peut être aussi l'occasion, oui, de revenir sur ce qui nous manque vraiment dans ce temps-là. Moi, personnellement, c'est la culture. Enfin, on n'en a pas parlé du monde des intermittents qui sont en train de mourir en silence et tranquillement. Mais aujourd'hui, enfin voilà,
Oui, est-ce qu'on va pouvoir décaler aussi ces moments de culture que pouvaient nous apporter les intermittents dans nos salles de spectacle, pendant l'été, tous les festivals qui sont annulés, enfin, ça aussi. Il y a cette économie derrière qui fait vivre tout le monde, mais, mais là, il y a un besoin. Enfin, à mon avis, ça peut faire partie aussi des besoins fondamentaux d'être avec d'autres gens et de partager la culture avec un C majuscule. Voilà, donc bon, c'est l'idée que la démocratie ne, ne disparaisse pas, quoi. Enfin, je pense que là, c'est une question fondamentale parce que vu comment les choses ont été décidées de façon très antidémocratique, quoi, au niveau du Parlement, tout ce qu'ils ont décidé, on a vu, les députés étaient chez eux à des milliers de kilomètres et puis quelques-uns ont dit ah ben bon, allez, coucou, j'arrive, allez, ça sera comme ça et pas autrement. Enfin, et c'est notre bien le plus cher aujourd'hui, enfin en France comme ailleurs, c'est la démocratie. Donc, ça, entre l'économie et puis la santé, je pense que la démocratie, elle est aussi importante. Stéphane? Oui, mais moi, je rejoins la philosophie générale de tout ce qui est dit, hein. Aujourd'hui, la crise qu'on vit, liée au Covid-19, met en avant un choix, un enjeu de société. C'est à quoi doit servir l'activité humaine, à réaliser le bien commun ou à conduire un maximum de profit qui doit servir à quelques-uns. Et derrière cette question-là, c'est qui doit déterminer quel est l'objet de l'activité humaine. Est-ce que c'est les détenteurs des profits ou c'est la collectivité des hommes et des femmes qui produisent les richesses? Et je pense que là, la situation qu'on vit, nous met face à ce paradigme. Est-ce qu'on va continuer à, à faire que pour gagner des profits, on met en jeu des vies? Et ça, c'est toute la logique capitaliste qui, peu importe les conséquences de ce qui est produit, peu importe les conditions dans lesquelles elles sont produites, coûte que coûte, il faut qu'il y ait des profits de dégager. Et c'est bien cet indicateur-là qui doit être l'horizon indépassable de notre société humaine. Nous, on pense que c'est bien le contraire, il faut retourner le paradigme et c'est bien l'objet et à quoi doit correspondre les besoins des êtres humains auxquels il faut répondre, qui doit déterminer l'activité humaine. Et après, sa mise en œuvre dans la vie de tous les jours, et notamment la réappropriation de ces questions-là, pour nous, la CGT, au sein même des entreprises. Et on essaye de faire que dans les jours d'après, eh bien oui, les salariés puissent avoir leur mot à dire sur à quoi doit servir l'activité qu'ils réalisent tous les jours, avec tous les enjeux qu'on a pu mettre en avant et qu'il faut arriver à lier de façon fondamentale les enjeux sociaux de partage des richesses et l'enjeu environnemental qui est en réalité le même. C'est quelles richesses sont produites par l'homme et par la nature et comment on les partage et qui doit décider de ce partage. Merci Stéphane. Est-ce que quelqu'un souhaite soit poser une question ou intervenir? N'hésitez pas. Hein. Non, on va s'arrêter là, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, ce mois-ci, Espace Marx et puis d'autres organisations ou associations organisent pas mal de choses sur ce mode-là.
Donc, il y a matière, évidemment, à continuer à réfléchir et à mieux s'armer, je dirais, pour les combats à venir. Parce qu'évidemment, j'aurais envie de dire, le monde d'après commence maintenant. C'est-à-dire qu'en clair, il ne faut pas attendre le déconfinement et il ne faut surtout pas attendre la fin de la crise sanitaire, parce que derrière, il va y avoir une crise économique. On n'en a pas beaucoup parlé, mais si, Michel l'a évoqué dans son intervention. Mais ça ne va pas être piqué des verres. On va avoir des plans de licenciement relativement brutaux. On la voit à Air France, mais on va le voir dans d'autres entreprises. On a des PME, PMI qui sont d'ailleurs dans les faits, qui sont en fait équivalents à la situation des salariés dans les entreprises qui subissent de plein fouet et le confinement et l'arrêt ou la baisse d'activité, qui vont se trouver, qui sont déjà dans des situations extrêmement compliquées. Les banques qui continuent à ne pas leur accorder éventuellement les trésoreries ou les moyens de trésorerie qui leur permettent d'attendre le déconfinement et de redémarrer une activité économique normale. Et puis, évidemment, il y a tous les enjeux auxquels on a discuté, dont on a essayé de débattre un petit peu ce soir, qui restent posés pour l'essentiel et qu'il va nous falloir, évidemment, construire avec le plus grand nombre et essayer d'apporter des éléments. Je vois que Fred a essayé a ouvert son micro, c'est peut-être pour poser une question ou intervenir. Non, mais j'ai un sujet qui me préoccupe beaucoup depuis de nombreuses années et je ne sais même pas si ce n'était pas déjà le cas quand on était à TAC ensemble, Dominique. En fait, le néolibéralisme s'accompagne de cette histoire de 9 langues. Et je me bats, je suis aussi élu syndical, malheureusement à la CFDT, donc pour Stéphane, je le précise. Nul n'est parfait. Voilà, nul n'est parfait. En fait, je me bats au quotidien et je me battais quand il y avait des CHSCT. Je ne peux plus puisque je ne suis pas permanent, donc je n'existe plus au niveau des CHSCT qui ont été remplacés par des CSST moignons. Je me battais pour insister sur le fait qu'on n'était pas des collaborateurs, que les collaborateurs, c'est ceux qui tiraient dans le dos des syndicalistes pendant la guerre. Et en fait, aujourd'hui, le mot collaborateur a envahi. C'est un tsunami de 9 langues. J'ai entendu ce matin un coiffeur qui disait que qu'il allait enfin pouvoir ouvrir avec ses 5 collaborateurs, sachant que le mot collaborateur va avec le mot manager, etc. Donc, je vais faire court là-dessus, mais je pense que c'est un combat qui est très compliqué parce que les gens entendent collaborer, travailler ensemble, alors qu'il ne s'agit pas de travailler ensemble, mais travailler pour. Voilà. Et en plus, avec de l'engagement qui fait que si tu fais des heures en plus, tu ne les comptes pas forcément, etc., etc. Enfin bon, je pense que vous maîtrisez ça aussi bien que moi. Et la deuxième chose qui me pose problème, et qui est aussi de la novlangue, mais qui cette fois-ci est de la novlangue directement traduite de l'anglais, sauf erreur de ma part, c'est cette histoire de distanciation sociale. Moi, j'ai réagi comme un malade mais dès le premier jour en disant mais la distanciation sociale, c'était dans le métro, enfin c'était dans le métro et c'est encore dans le train, c'est la première et la deuxième classe. C'est ça de la distanciation sociale, enfin, pour faire simple et caricatural. Et il me semble que si on a un combat à mener particulièrement en ce moment, c'est un combat contre ces termes-là qui travestissent la réalité. Pourquoi ne dit-on plus salarié? Pourquoi ne dit-on plus agent dans la fonction publique? Pourquoi ne dit-on plus distance de sécurité, etc. Voilà. Enfin, je vais pas parler plus longtemps que ça parce que je suis un peu bavard, Dominique le sait. Donc quand je commence, je ne m'arrête plus. C'est pour ça que j'essaye de rester un petit peu en retrait. Merci. Merci Fred. Non, je crois que c'est tout à fait important ce que tu évoques. Il faudrait évidemment passer une soirée sur les questions de sémantique et sur l'utilisation politique qui en est faite, évidemment, avec la volonté. Alors, je vais faire comme si j'étais, comment on appelle ça, comme si je croyais au complot, voilà. Et je suis quand même obligé de constater, mais là, en 3 mots, je suis quand même obligé de constater que ce confinement, qui est quand même d'une violence extrême sur nos conditions de vie, je dis bien une violence extrême, même si je peux imaginer que ça peut être un outil pour tenter de résoudre certains problèmes sanitaires, eh bien, est arrivé comme par hasard de manière très accélérée, pas aussi accélérée d'ailleurs qu'on aurait pu l'imaginer, mais vient après toute une série de conflits sociaux, pas seulement en France, parce que si c'était qu'en France, je dirais à la limite, bon, mais c'est que c'est pas seulement en France, c'est sur l'ensemble de la planète,
qu'un véritable mouvement, de véritables mouvements sociaux étaient en train, et sont toujours en train d'ailleurs, hein, c'est pas parce qu'on les voit moins, ils sont moins visibles, qu'ils n'existent plus, de contester l'ordre dominant et les logiques capitalistes dans la plupart des pays du monde. La question qui est posée, alors évidemment, on se dit, ouais, là, tu es en train d'être dans les thèses complotistes. Quoique, je me dis que, et évidemment, certains dirigeants politiques, pour l'instant, aimeraient bien que ça continue. Ils sont pris entre deux feux, quoi. Hein. Il y a les exigences du patronat et des marchés financiers qui se disent il va falloir payer l'addition, mais bon, ils ont une solution pour payer l'addition. C'est les coupes sociales, les plans sociaux et compagnie. Et en même temps, c'est compliqué quand même. Moi, je fais partie de ceux qui, au début du confinement, je ne sais pas si vous avez ressenti les mêmes choses, ça m'a fait bizarre. Hein. Je veux dire, j'ai eu un temps de réacclimatation pour me remettre les neurones en chantier, pour sortir de la sidération, pour commencer à me dire, bon, peut-être qu'il faudrait essayer de réfléchir comment reprendre pied dans la société pour essayer de faire bouger les choses, quelle forme trouver pour réactiver l'activité syndicale, réactiver l'activité politique, l'activité idéologique, trouver le moyen, je dirais, de sortir quand même de cette chape de plomb qui nous est tombée sur la gueule. Je m'excuse des termes. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ta question, Fred, tout à fait pertinente et tout à fait intéressante. Peut-être des réactions de Stéphane, Michel et Véronique, quoi. Donc, oui, alors, une réaction alors, sur l'utilisation des sémantiques. Évidemment, toute bataille physique démarre dans les têtes. Il faut d'abord rentrer dans une bataille idéologique pour arriver à mettre en avant et en marche les corps. Et je pense que George Orwell, dans son roman de 1984, avait bien analysé en quoi le langage était important pour arriver à contenir les capacités de révolte des populations. Et je ferai juste le lien avec également la réflexion que porte Dominique. Évidemment, chaque situation est regardée de près par les tenants du capital pour arriver à en faire un levier à conduire leur intérêt. Et tout ce qu'on a pu vivre dans l'histoire l'a démontré. Je crois que d'ailleurs, c'était une Américaine qui a établi un livre et une théorie qui s'appelle la stratégie du choc et qui démontre bien qu'à chaque moment un peu compliqué de l'histoire humaine, le capitalisme s'en sert pour conduire les politiques qui leur va bien. Donc tout ça montre bien qu'il faut être d'une extrême vigilance et n'avoir aucun doute sur les capacités cyniques des dirigeants économiques et politiques. Merci Stéphane. Véronique, et puis après Michel. Oui, brièvement, enfin, c'est vrai que la sémantique a une importance importante, suivant comment sont utilisés les mots. Et puis, on le voit bien que les gens utilisent des mots qui n'ont pas forcément le même sens qu'initialement, quoi. Puis, et le gouvernement aussi utilise des mots qui n'ont pas le sens vrai. Voilà. Donc, c'est vrai que la sémantique, elle est importante, surtout en ce moment. Et pour en revenir à ce que vous disiez, Dominique, c'est vrai que les premiers jours, c'était qu'est-ce qui arrive, quoi. Enfin, voilà. Moi, en tant qu'élu, c'était de continuer à aller à la mairie et de s'occuper des gens, et en même temps de dire, mais qui je suis au milieu de tout ça. Et comment on garde le lien avec ce que l'on faisait, de participer à des réunions et comment on continue à exister avec ce confinement. Et c'est vrai que les premiers jours étaient un peu déroutants. Et puis même encore maintenant, parce qu'on sent une
une ambiance d'être, je lisais là dans les commentaires, d'être contrôlé quand même. Enfin, si on analyse bien, je ne sais pas si tous les gens mesurent ce contrôle en permanence quand on sort, quand on va quelque part, avec cette histoire d'attestation. Et ne serait-ce que de penser que lundi, on n'est plus obligé, c'est libérateur un peu. Enfin, je ne veux pas exagérer, mais ça fait presque ça, hein, de dire oh, mais chouette, moi je vais pouvoir aller voir ma fille sans attestation, quoi, parce que ça me. Enfin, c'était un peu chiant, quoi, faut se l'avouer. Et il y a cette, voilà, cette ambiance qui, qui vraiment, voilà, en étant un peu au courant de ce qui peut se passer, cette ambiance de contrôle est assez flippante. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est pas rassurant. Et puis on l'a vu à tous les niveaux, quoi, avec au-delà de cette attestation, de surveiller les gens. Bon, et là on va le voir pour les écoles aussi. Qui va mettre ses enfants? Si les enfants ne sont pas à l'école, ils sont où? Que font les parents? Ils ne veulent pas aller travailler. Enfin, voilà, enfin, rien n'est fini encore, malgré ce 11, 12 et 13, mais c'est, oui, moi j'avoue que on en revient à cette démocratie qui a perdu un peu quelques pieds, quoi. Et donc, et nos libertés aussi. Comme à un moment donné, ils voulaient nous géolocaliser pour savoir combien, enfin, on avait fait de kilomètres et si on n'était pas trop loin de chez nous. Alors, les personnes qui sont pas dedans, qui font, enfin voilà, qui sont pas trop dans ça, ben, ils disent, voilà, le président il a parlé, il a raison, il faut l'écouter et tout ça. Mais avec une réflexion au-delà de tout ça, moi ça me fait flipper, quoi. Et la référence à 1984, elle est juste à point. Enfin, elle est juste en ce moment, quoi. Bon. Et avant de finir, je voulais juste faire référence à une tribune, Plus jamais ça, qui est sortie il y a quelques jours, où le secrétaire général de la CGT a signé. Il y a 18 responsables d'organisations syndicales, associatives et environnementales qui appellent à préparer le jour d'après. Et je trouve qu'elle va bien dans cette table ronde. Et donc, peut-être trouver un moyen de diffuser cette tribune parce qu'elle aborde des sujets. Alors, par contre, on n'a pas parlé des aides de la Banque centrale conditionnées sur la reconversion sociale et écologique. Ça me paraît aussi important. Et les mesures au nom de la justice sociale nécessaire. Enfin, c'est un petit peu ce que l'on a parlé et elle pourrait être diffusée à un plus grand nombre. Voilà, enfin, je présume que vous l'avez fait. Véronique. Pas de problème. Merci beaucoup. Michel, voilà, et après Michel, eh bien, on va arrêter la soirée, sachant qu'on a pas mal de rendez-vous ce mois-ci et puis les semaines suivantes. Malheureusement, cet été, on va être privé de spectacles, on va être privé de beaucoup de choses, de restaurants, on est encore privé de restaurants. Donc, malheureusement, on va avoir potentiellement plein de soirées à occuper et on essaiera avec Espace Marx d'y contribuer à notre modeste niveau. Michel. Alors, sur le confinement, ce que je crois, c'est que au moment où ça a été décidé, c'était devenu une contrainte à cause des lacunes de la politique de santé au cours des mois et des années qui ont précédé, et surtout les mois et les semaines qui ont précédé. Donc, c'était devenu une contrainte pratiquement incontournable. C'est tout ce que je voudrais dire par rapport à ça. Cela dit, les effets du confinement sur les réflexions de la population, je ne suis pas sûr que ça aille dans le sens du conservatisme. Je crois que pendant ces 2 mois, des réflexions ont progressé dans un sens de critique vis-à-vis de la politique gouvernementale en France, mais aussi peut-être dans un sens de critique par rapport au système économique qui nous a menés dans cette situation-là.
avec notamment tous les aspects environnementaux. Bien entendu, je suis comme vous tous extrêmement sensible aux risques qu'il peut y avoir en matière d'évolution vers une sorte de 1984 à partir des nouveaux moyens de géolocalisation des gens. Mais ça déborde largement la question, bien sûr, du confinement. Et ça, c'est un problème tout à fait fondamental dont on n'est pas, loin de là, sorti. Sur la question alors de la sémantique et du vocabulaire, entièrement d'accord. Ça fait partie vraiment de la lutte idéologique et des moyens utilisés par les milieux dominants pour assurer, pour perpétuer une certaine domination, une certaine aliénation du reste de la société. Il y a une tendance à occulter tout ce qui est tension, conflits sociaux, influence des rapports sociaux. Mais ça, alors là, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est vrai que ça passe par le vocabulaire. Lorsqu'on parle de partenaires sociaux, lorsqu'on parle d'économie de marché à la place du capitalisme, enfin, il y a des dizaines et des dizaines de mots qui sont utilisés, qui ne sont pas du tout neutres, et qui tendent effectivement à perpétuer des situations extrêmement discutables. Donc voilà ce que j'avais à dire, mais je ne fais que prolonger ce que pas mal d'entre vous ont dit. Voilà. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci à Stéphane, Michel et Véronique. Et puis, si ça vous intéresse, on poursuit le débat avec Jean-Marie Harribey mardi prochain à 18h. Autour de son livre, justement, qui est une critique du capitalisme poussée jusqu'au bout, et puis qui parle beaucoup d'alternatives, de recherche, de questions et de travail sur la transition écologique notamment. Voilà, donc les débats et les luttes, à mon avis, vont continuer avec, j'espère, la possibilité d'ouvrir de nouveaux chemins pour l'humanité. Allez, à très bientôt et merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Salut.